très bien. Merci d'être resté pour la dernière séance du séminaire, Philosophie du langage et de l'esprit. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Anna Marmodoro, qui est connue de ceux d'entre vous, notamment, qui se spécialisent dans la philosophie ancienne, parce que c'est sa spécialité, philosophie ancienne et médiévale, bien qu'une autre façon de la décrire serait de dire qu'elle travaille un peu à l'intersection de la philosophie ancienne, l'histoire de la philosophie ancienne et des idées contemporaines en philosophie analytique, notamment en métaphysique. Elle a travaillé à Oxford, elle a été professeure à Durham et tout récemment, elle vient de prendre une nouvelle position à l'université de Saint-Louis aux États-Unis. Et on lui doit beaucoup de livres sur des auteurs comme Platon, Aristote, Anaxagore et des livres plus généraux de métaphysique analytique. Donc on est très intéressé de l'écouter, nous parler de certains thèmes, et vous verrez que le nom de Strawson apparaîtra dans son exposé. Anna, merci. Merci beaucoup, François. Je vais essayer de contribuer à l'EDB sur les types de dossiers mentaux d'une perspective un peu différente, et j'espère que ce sera utile pour vous. Donc, je vais vous demander de considérer un objet issu de l'expérience quotidienne, comme un chien, un arbre ou une personne. Nous parlons de ces objets comme d'individus particuliers ou de manière moins naturelle, comme des particuliers individuels. Je souhaite attirer votre attention sur le fait que ces expressions ne sont ni métaphysiquement équivalentes, ni métaphysiquement innocentes. De plus, elle implique certaines hypothèses, dont la plus importante qu'un individu particulier ou un particulier individuel est une seule et même chose. Par être un individu, j'entends être d'un certain genre, tomber sous un sortal, posséder une description qualitative. Par être particulier, d'autre part, j'entends être le seul, être unique dans l'ontologie, alors que nous supposons tout qu'un individu particulier ou un particulier individuel est une seule et même chose, être individuel et être particulier sont des manières d'être un, chacune fournissant un principe de nombrement différent pour ce que nous considérons comme une unité. Par exemple, Socrate est un parce qu'il tombe sur le sortal humain, et il est un aussi parce qu'il est unique, cet unique objet-là que je peux montrer du doigt. La question que je souhaite poser est la suivante. Si un objet est à la fois particulier et individuel, qu'est-ce que si en fait un individu particulier? Qu'est-ce que si fait d'un objet une unité tout court? Même si cette question n'a pas été explicitement abordée en philosophie, de nombreux exemples issus de l'histoire récente de la philosophie analytique montrent que les philosophes ont implicitement distingué individualité et particularité, mais personne ne s'est préoccupé de ce que maintient l'objet en question unifié s'il est un individu et aussi un particulier. Certains philosophes ont privilégié l'approche qui correspond à l'expression particulier individuelle, tandis que d'autres ont opté pour l'approche qui correspond à l'expression individu particulière. La première approche, qui est d'aujourd'hui dominante, postule l'existence d'un X qui est P, c'est-à-dire on part de quelque chose d'unique et sans propriété en lui-même, et on lui attribue une description qualitative. Par exemple, on pointe ce doigt à cette chose-là et ensuite l'identifie comme un chien, par exemple. J'appelle cette approche particulière abord. L'autre approche postule que P est X, c'est-à-dire on part d'une description qualitative, un sortal, un concept, et on le particularise, le rendant unique.
Par exemple, on pense à ce qui est ancien, dont ce qui est et ce ancien, etc., sont des exemples particuliers. J'appelle cette approche individualité d'abord. Pour annoncer d'emblée ma position, je vais défendre la dernière approche, individualité d'abord, essayant également de répondre à la question de savoir ce qui maintient un individu particulier en. Bien que l'approche que je défends puisse sembler familière et conforme à l'aristotélisme traditionnel, je dirais que oui, elle est aristotélicienne, mais seulement dans la mesure où la pensée d'Aristote est interprétée très différemment de la tradition selon laquelle les objets sont des composés holomorphiques de matière et de forme, où une prétendue quantité de matière dépourvue de propriétés particularise le genre auquel appartient l'objet, ainsi que toutes les autres propriétés. Il n'y a rien qui existe sans propriété dans l'ontologie néo-aristotélicienne que je propose. Si l'approche individualité d'abord que je défends est fondée, et si on l'adopte l'ontologie que je propose, cela a des conséquences dans de nombreux domaines de la philosophie. Je donnerai ici un exemple en discutant de la question de savoir si la référence indexicale est mieux possible. En particulier ici, je pense à les types de dossiers mentaux que François a mentionné pendant son leçon. Par référence indexicale ici, j'entends la référence à une chose en tant que particulière, indépendamment de toute description qualitative. Je considère ici la question autour de l'indexicalité comme particulièrement intéressante dans ce débat que François a mentionné à propos de quel type de dossiers mentaux il y a. Et je retourne à la question suivante. Mais la question ici est, si l'approche individualité d'abord ne laisse tel plat de place à la référence indexicale, si on entend par là qu'on peut se référer à un objet sans propriété. Je soutiendrai que la référence indexicale, elle aussi, repose sur des propriétés, à savoir les pouvoirs causaux qui permettent l'interaction causale entre un agent et le monde, ou entre locuteur-penseur et le référent, à savoir, c'est-à-dire l'objet auquel il se réfère. Toutefois, le locuteur n'a pas toujours conscience de cette relation causale, et c'est pour cette raison que sa référence à l'objet peut être sans description qualitative. Passons maintenant à la distinction entre être individuel et être particulier. L'analyse métaphysique d'un objet en tant qu'individu et particulier, qui constitue ici mon point de départ, fait écho à un débat sur les principes d'individuation des objets dans l'histoire récente de la philosophie analytique, les débats classiques entre David Wiggins et Michael Heyer, qui a débuté dans les années 1980. La raison pour laquelle je le mentionne ici est de montrer que ce problème n'est pas nouveau. Cependant, les penseurs qui s'y sont confrontés dans le passé l'ont résolu en cherchant soit l'approche particularité d'abord, soit l'approche individualité d'abord, sans se soucier des conséquences métaphysiques. Wiggins a développé une position aristotélicienne conceptualiste selon laquelle les entités physiques sont individualisées uniquement par des critères sortants. Par exemple, être un être humain. En revanche, Heyer a défendu une position anticonceptualiste où les entités physiques sont individualisées par l'exercice des facultés cognitives prélinguistiques. Heyer ne donne pas d'exemple, mais on peut supposer que par faculté cognitive prélinguistique, il entend les facultés perceptives. Donc, dans le langage que j'emploie ainsi, Wiggins adopte l'approche individualité d'abord. À l'inverse, Heyer représente l'approche particularité d'abord. Ici, il y a des citations à propos de Wiggins, et ici, à propos de Heyer. Donc, la différence est que pour Wiggins, c'est le sortal,
qui détermine que nous avons un determinate individual, et un individu particulier avant nous. Et pour Heyer, c'est l'interaction causale entre nous et l'objet, sans le concept. Donc, Strawson ici. Si être individuel et être particulier peuvent être dissociés, l'un des deux est-il suffisant pour individuer les individus particuliers ou les particulières individuels? Avant même le débat entre Huygens et Heyer, toujours dans les milieux oxfordiens, Peter Strawson avait non seulement reconnu, à moins implicitement, une scission entre l'individualité et la particularité d'un objet, mais il avait aussi adopté l'approche individualité d'abord, comme l'indique clairement le titre original de son ouvrage en anglais Individuals. Il écrit: A sort of universal supplies a principle for distinguishing and counting particulars which it collects. Donc, bien que Strawson parle d'individus particuliers, il ne donne qu'un seul principe d'individuation et de nombrement pour eux, les sortaux. Par exemple, Socrate est un individu particulier, mais il est identifié et compté sur les sortales humaines et rien d'autre. La question qui s'y pose est donc la suivante. Les sortaux suffisent-ils pour la tâche? Être individuel est une manière d'être un, et être particulier est une autre manière d'être un. Lorsque nous comptons individual particulars, les particuliers individuels, comme le recommande Strawson, comptons-nous des individus ou des particuliers? Si nous ne comptons ni l'un ni l'autre séparément, mais les deux à la fois, alors que c'est qu'un particulier individuel, qu'est-ce qui fait qu'il constitue une seule et même chose? À mon avis, bien que l'individualité et la particularité soient deux principes distincts d'individuation attribuant à un objet de manière différente d'être un, nous ne devons pas, et en réalité, nous ne pouvons pas choisir l'un plutôt que l'autre. Je soutiens que nous avons besoin de deux. Et il existe une manière métaphysique de rendre compte que l'objet est un soi, tout court, en dépit du fait qu'il soit un particulier et un individu. Avant de présenter ma propre position, je souhaite d'abord écarter une alternative que je rejette. On pourrait penser que toute cette discussion relève de l'hylomorphisme, la doctrine aristotélicienne traditionnellement interprétée comme affirmant que les objets sont des composés de matière et de forme. Selon cette lecture classique, une forme universelle ou sortale, par exemple être un être humain, est instantiée dans une quantité particulière de matière, chair et os, et ainsi particularisée, de sorte que le résultat est un individu particulier tel Socrate. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation traditionnelle de l'hylomorphisme. Lorsque je distingue la particularité et l'individualité d'un objet, je ne me réfère pas à la division hylomorphique présumée des objets en deux entités, la matière et la forme, un particulier et un individu, en quelque sorte collés ensemble en un seul. Par exemple, la chair et les os plus la forme substantielle de l'être humain égale Socrate, ou le marbre plus la forme d'Hermès égale la statue d'Hermès. Ensuite, je suggère que chaque entité à laquelle nous pouvons penser, qu'elle soit matérielle ou non, est un individu particulier. La matière, au sens de la chair et des os de Socrate et du marbre de la statue d'Hermès, n'est donc pas ce qui fait de quelque chose en particulier. Parmi les exemples de particuliers qui ne sont pas matériels, ils ne sont pas dans l'espace-temps, on peut citer la forme elle-même d'une statue, qui est un particulier immatériel,
il est une forme tridimensionnelle, un arrangement des composantes de la statue, une spécification fonctionnelle de son rôle dans la société, etc. Ainsi que la matière de la statue, qui est en particulier matériel, une quantité de tel ou tel poids, taille, forme, texture, etc. Ainsi, les individus particuliers ne divisent pas intérieurement en forme, à individualité, et en matière, à particularité, car même la forme et la matière sont chacune des individus particuliers. Comme j'ai déjà mentionné ci-dessous, le fait qu'un objet soit un individu particulier signifie que l'objet est un de deux manières différentes, en tant qu'un individu et en tant qu'un particulier. L'unité d'un individu particulier est dérivée et doit être justifiée métaphysiquement. Comment? Dans ce qui suit, je m'appuie sur les ressources de la métaphysique ancienne pour prouver cette justification. Je soutiens que, premièrement, l'unicité d'un individu a ses origines ou racines philosophiques dans la métaphysique de Platon, à savoir les récits de Platon, ce que nous appelons aujourd'hui l'émergence. Deuxièmement, l'unicité d'un particulier a ses origines philosophiques dans les récits d'Aristote sous l'instanciation, mais encore une fois, compris différemment de ce qu'il est traditionnellement compris. Et troisièmement, l'unicité d'un individu particulier est due à la métaphysique de la qualification d'Aristote. Donc, pour commencer, pourquoi un sortal est-il un? Ou autrement dit, d'où vient l'unicité d'un individu? Si chaque chose est une qua individu, c'est-à-dire en raison de sortal sous lequel elle tombe, qu'est-ce qui fait que le sortal lui-même est un? Prenons l'exemple de l'être tigre. Il implique plusieurs propriétés, comme l'être charnu, l'être poilu, l'être vivant, etc. Ces propriétés qui composent le sortal les pluralisent elles, et sinon, pourquoi? Je soutiens qu'un sortal comme tigre peut être complexe sans être multiple. Je lis Platon comme le premier à s'être penché sur ce problème et en avoir esquissé une solution, ouvrant la voie qu'Aristote finira par s'ouvrir lui aussi. L'idée clé est que, bien que certains sortaux puissent être simples, d'autres, la plupart en réalité, sont complexes et dérivent d'une composition d'un type particulier de nombreuses propriétés. Dans son dialogue intitulé Les Éthètes, Platon inaugure une explication métaphysique de la manière dont une entité, entendue ici avec une généralité maximale, composée de parties, peut être sans parties et pourtant complexe, précisément parce qu'elle est faite de parties. Une hypothèse clé posée par Platon, que je partage et qui est cruciale pour la suite de l'argumentation, est que le nombre d'une chose est le nombre de ses parties, de sorte que ce qui a des parties est aussi multiple que ses parties, et ce qui est un n'a pas de parties. Ainsi, toute composition de plusieurs parties ou éléments en quelque chose qui est numériquement un doit être tel qu'il n'y a pas de parties dans ce qui est composé. Comment cela est-il possible? Selon Platon, ce type de composition exige que ce qui est composé, les parties, satisfassent deux conditions. Premièrement, qu'elles s'emboîtent et deuxièmement, qu'elles soient unifiées par une forme unique, c'est-à-dire sous un concept unique, en un tout sans partie. La deuxième condition est celle qui effectue la plupart du travail métaphysique. Platon postule, mais n'explique pas davantage, que lorsque les parties qui s'emboîtent sont unifiées par une forme unique, le tout qui en résulte est sans partie, et donc Je considère que ce type spécial de composition introduit par Platon est équivalent à ce que nous appelons aujourd'hui l'émergence.
Mais alors que l'émergence est généralement comprise de nos jours comme générant une nouveauté qualitative, par exemple pour ceux qui pensent que le mental émerge du physique, dans ce cas, la nouveauté est numérique. Quelque chose dans le sortal émerge d'une multiplicité de propriétés, tigre de toutes les propriétés pertinentes impliquées. Comment passer de la multitude de parties à l'unité du tout? Platon ne décrit pas les mécanismes métaphysiques par lesquels cela se produit. Il soutient, comme nous venons de le voir, que les parties d'une entité déterminent le nombre de cette entité. Il est à la fois intéressant et significatif qu'il s'agisse de tout que Platon nous dit sur les parties, qu'elles déterminent le nombre de l'entité dont elles sont parties. Cependant, Platon n'explique pas pourquoi. Pourquoi et comment la présence des parties détermine le nombre d'une chose. Ma propre compréhension et complément de la pensée de Platon sur ce point sont les suivants. Je pars du principe que chaque partie d'un tout est qualitativement et numériquement discrète. Et c'est la raison pour laquelle les parties d'une chose déterminent le nombre de ces choses. Par exemple, le nombre d'une classe qui contient 20 élèves est 20. Par conséquent, pour qu'un complexe composé de parties devienne sans partie et donc un, le caractère numérique et non qualitatif discret de chaque partie doit être éliminé. Comment? Aristote l'expliquera, mais nous ne pouvons pas considérer les détails ici pour raison de temps. Mais pourquoi cela nous concerne-t-il? Parce que les sortes qui font de chaque individu un qua individu doivent même être un. Mais être un ne signifie pas être qualitativement simple. Il existe des sortes qui sont qualitativement complexes et pourtant un. Platon propose une explication embryonnaire de la manière dont cela est mathématiquement possible par l'émergence d'un complexe sans partie à partir de plusieurs parties. Ce qu'il faut retenir, pour moi, c'est que les sortes peuvent être qualitativement complexes, constitués de nombreuses propriétés et pourtant numériquement un. Ensuite, pourquoi un particulier est-il un? Ou autrement dit, d'où vient l'unicité d'un particulier? Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur l'unicité de ce qui fait d'une chose un individu, c'est-à-dire le sortal. Nous nous tournons maintenant vers ce qui fait d'une chose un particulier. Ma position est que ce qui fait d'un individu particulier, l'individu qu'il est, ce sont ses propriétés, son profil qualitatif, le sortal et toutes les autres propriétés. Et ce qui fait qu'il est le particulier qu'il y est, c'est que ces propriétés sont instanciées. Le sortal, par exemple, être un être humain, individualise un individu particulier, tel que Socrate. Mais c'est l'instanciation du sortal qui confère un nombre à ces instances et qui les particularise. Mais instanciation ne signifie pas être incarné dans une matière ou entrer dans une quelconque combinaison avec une entité primitivement particulière. Certaines interprétations des textes d'Aristote, notamment la métaphysique, livre 7, chapitre 3, pourraient être considérées comme fournissant une justification ontologique à ces positions que je rejette. Cependant, il s'agit d'une lecture erronée d'Aristote à laquelle je me tourne maintenant très brièvement. Dans la métaphysique, livre 7, chapitre 3, Aristote engage une expérience de pensée qui consiste en une abstraction totale de toutes les propriétés d'une substance, par exemple Socrate, afin d'examiner s'il reste quelque chose après avoir abstrait toutes ses propriétés. Et il conclut que, car lorsque toutes les propriétés sont retirées, il ne reste manifestement rien d'autre que la matière. Les commentateurs ont interprété
ces lignes comme donnant naissance à une conception de la matière comme une pure particulière, à savoir quelque chose qui est dépourvu de toute propriété, mais qui est primitivement et donc inexplicablement particulier. Depuis, cette particulier primitive est supposée se transmettre à la substance qu'elle soutient, rendant ainsi la substance particulière, elle aussi. Ce ne peut pas être correct pour des raisons que je ne peux pas discuter ici maintenant. Mais ma position est qu'Aristote découvre dans la métaphysique le phénomène de l'instanciation des propriétés plutôt que de la prédication des propriétés sur une matière sous-jacente dépourvue de propriétés. De plus, l'instanciation doit être comprise comme l'occurrence d'une propriété, y compris les surtout, dans le monde actuel. Donc, qu'est-ce ce qui reste lorsqu'on abstrait toutes les propriétés d'une substance? Pas une entité dans l'ontologie, la matière, à laquelle ces propriétés sont attachées. Ce qui reste est le monde dans lequel les propriétés sont instantiées, le monde actuel dans lequel cette abstraction a lieu. C'est-à-dire, il n'existe aucune entité dans l'ontologie qui différencie, par exemple, Socrate dans le monde actuel de Socrate dans un monde possible. Et donc, dans l'aspect qui nous concerne, il y a une continuité entre les pensées d'Aristote et celle de Cripe, même si je comprends que c'est étonnant prima facie. Selon Kripke, possible worlds are stipulated, not discovered by telescopes. That is, in talking about what would have happened to Nixon in a certain counterfactual situation, i.e. possible world, we are talking about what would have happened to him, the same individual, without change in his ontological makeup. En d'autres termes, Nixon, dans un monde possible, est exactement le même individu qu'il y est dans le monde actuel. Ce qui est important ici est qu'il n'y a aucun changement dans la constitution ontologique de Nixon dans un monde possible dans lequel il perd l'élection. Et je soutiens qu'Aristote affirme exactement la même chose à propos du monde actuel. Il laisse intacte la constitution ontologique de l'objet qu'il contient, car ce qui reste après l'abstraction de toutes les propriétés n'appartient à aucune catégorie de l'être. Et ce qui est dépourvu de tout être catégoriel n'est pas une entité. Donc Aristote a été lu comme fournissant un prédigré à l'idée que dans la constitution des objets, il y a une entité qui est elle-même dépourvue de tout type d'être catégoriel et donc totalement sans description. On pourrait penser que cette entité, si elle existait, fournirait l'ontologie de l'individuation anticonceptualiste des objets ou de la référence indexicale. Donc, il serait ces choses qu'on peut interagir causalement avec sans aucun concept ou sans aucune description qualitative. Donc, il serait la fondation d'un type de dossier mental selon le modèle indexical. Mais je voudrais dire que non, il n'y a pas aucune chose de ce type. Le point à retenir pour notre discussion actuelle est que ce qui fait d'un objet en particulier ne réside pas dans sa constitution. En fait, il ne s'agit d'aucune entité de tout. Jusqu'à présent, nous avons abordé la question de l'individualité comme une manière dont chaque objet est un, grâce au sortal sur lequel il tombe, ainsi que la question de la particularité comme une autre manière dont chaque objet est un, grâce à l'instanciation de son sortal. Mais nous n'avons pas encore examiné ce qui fait qu'un individu particulier soit un. Tournons-nous maintenant vers l'unité de l'objet lui-même. Ma solution repose sur trois idées clés.
Donc, la première est que j'assume que la constitution des objets se réduit entièrement à leur propriété essentielle et aussi non essentielle, sans aucun autre type de constituant, tel que des particuliers sous-jacents sans propriété. Deuxième, la composition des propriétés d'un objet est telle que le tout résultant, l'objet, est un individu particulier grâce à l'absence de parties qualitatives dans sa constitution. Comme j'explique métaphysiquement, l'unification de toutes les propriétés d'un objet sera pour la prochaine fois ou pour la discussion. Mais le troisième point clé est que toutes les propriétés unifiées de l'objet sont instanciées dans le monde actuel. Donc, la combinaison de ces propositions nous permet d'expliquer en manière dérivative, métaphysiquement dérivative, comme c'est possible que chaque objet, comme Socrate, mais aussi une pomme ou un chien, etc., est un individu particulier. Donc un individu, grâce à ses propriétés, en particulier dans l'instanciation de ces propriétés dans le monde actuel, sans aucune addition ontologique à la constitution de l'objet. Et donc la question qui reste ouverte à ce point est si c'est possible dans cette ontologie d'avoir des dossiers mentaux qui nous permettent de connecter avec l'objet dans le monde sans aucune référence à la description qualitative de l'objet, c'est-à-dire à les propriétés qui rendent l'objet un individu. Et ces questions me semblent intéressantes suivant la leçon que nous avons vue par François aujourd'hui, parce que c'est la question concerne le débat dans le projet de dans son projet de recherche actuel sur la question de savoir si nous pouvons nous référer à un objet en nous y approchant causalement sans faire appel à son profil qualitatif. François, comme nous avons vu avant, écrit dans le website où il décrit son projet. Building on the pioneering insights of Peter Strawson and John Perry, I describe non-descriptive thoughts about particulars, so-called singular thoughts, whether or not they're based on perception, as involving mental files whose reference does not depend on the property or category information to be found in the file, but on tracking relations to the objects which trigger the opening of the file. Donc, je comprends sa proposition comme faisant référence à la possibilité que nous avons des dossiers mentaux qui se connectent à l'objet sans référence aux propriétés des objets. Et je voudrais soulever la question si, d'après mon argumentation générale ci-dessous, il en découle qu'il est impossible de se référer à quoi que ce soit d'une manière totalement dénuée de son profil qualitatif, indexicalement. Pourtant, on utilise la référence indexicale et on ne peut pas s'en passer. Donc, comment fonctionne-t-elle alors? Je suggère que l'on n'a pas besoin de particuliers dépourvus de propriétés pour donner une fondation ontologique à la référence indexicale. Et je rejette l'existence des particuliers dépourvus de propriétés tout court. Donc, j'ai déjà dit que je soutiens que chaque objet est constitué uniquement de propriétés. J'ajoute maintenant que les propriétés fondamentales sont puissance, ou causal power en anglais, et que la causalité dans le monde est toujours une relation entre les puissances partenaires. Cependant, même si on sait que la causalité opère
entre des puissances, il n'ensuit pas que l'on doit connaître ces puissances en interaction pour être conscient de la causalité. Par exemple, lorsque on voit un fruit ou une pomme mûrir sur une branche, on n'a pas besoin de connaître les puissances impliquées dans l'interaction de maturation pour savoir qu'elle est en train de mûrir. De même, si mon interlocuteur fait référence à l'homme qui boit un martini dans la salle, je n'ai pas besoin de connaître les capacités perceptives de mon interlocuteur et les puissances avec lesquelles il interagit dans la situation pour identifier son référent. En d'autres termes, même si toute référence est ontologiquement fondée sur des interactions causales et donc sur les propriétés ou puissances des objets dans le monde, la conscience de la référence peut être dépourvue de description, une conscience de puissance opérant au niveau fondamental de la réalité. Je conclus donc que la référence indexicale est une question épistémologique plutôt qu'ontologique. Est-elle une conscience des objets dépourvue de toute description du référent? Et à ce point, je vous remercie pour l'attention. Et je suis désolée pour mon accent, je suis italienne et je parle anglais toujours, donc le français c'est un peu différent pour moi. Mais... Merci Anna et merci de l'effort d'avoir fait effectivement l'exposé en français. C'est très apprécié. Eh bien, on a du temps pour la discussion. Greg. Merci beaucoup. J'avais une question sur une position ontologique qui existe aujourd'hui, qui est l'exéitisme. Est-ce que du coup, donc, d'après l'exéitisme, les choses ont des essences, mais indexicales? Donc par exemple, j'ai la propriété d'être cet individu. Alors ça ne dit pas grand-chose sur mon essence, enfin ça ne dit rien sur mon essence qualitative, mais j'aurais quand même une sorte d'essence quantitative. Et est-ce que ça veut dire, dans le cadre que vous proposez, est-ce que ça veut dire que même dans ce cas-là, la propriété d'être cet individu, ça devrait être une propriété qualitative au fond? C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de propriété exéitique dans votre cadre, ou bien est-ce que les propriétés exéitiques auraient un autre statut, ou bien est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Oui, merci. Donc, je voudrais proposer une ontologie la plus économique possible, et donc je voudrais rejeter les propriétés qui concernent l'exéité. Si je n'ai pas besoin, et donc j'espère de pouvoir démontrer que je n'ai pas besoin dans cette ontologie, parce que les propriétés qui la rendent un individu particulier sont l'ensemble de toutes les propriétés, donc les propriétés essentielles comme être un être humain de Socrate, et aussi l'être savant, etc., etc. Toutes les propriétés qu'on peut penser Socrate a, mais aussi les propriétés spatio-temporelles. Donc la combinaison de toutes ces propriétés, inclusive de les propriétés spatio-temporelles, constitue un ensemble qui est unique. Parce qu'il n'y a pas d'individus particuliers qui ont tous les mêmes propriétés, parce que les propriétés spatio-temporelles ne sont pas partageables. Donc je pense que je peux faire ce que je veux faire sans des propriétés qui adjonctives, qui rendraient mon ontologie plus riche mais moins économique. Donc je ne sais pas si j'ai adressé la question, mais oui.
C'est tout à propos des propriétés, mais seulement les propriétés que la science, la physique admet, donc les propriétés qualitatives, mais aussi les propriétés spatio-temporelles, mais pas des propriétés plus étrangères comme les Eceitas. Merci. Merci beaucoup pour l'exposé, Anna. Dans cet individu particulier qui aussi acquiert des propriétés spatio-temporelles, dans cette explication philosophique de l'individu particulier, comment vous expliquez la persistance de cet objet et en lui ajoutant peut-être des parties temporelles, et dans ce cas, comment elle reste un, ou d'autres façons peut-être. Oui, c'est une bonne question. Je la recevue encore déjà. Oui, donc, je voudrais dire que la continuité spatio-temporelle des individus particuliers comme Socrate, c'est pour moi une sorte de projection. Donc, nous pensons que c'est exactement les mêmes individus particuliers. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a des propriétés comme les propriétés spatio-temporelles qui ne restent pas les mêmes. Donc, dans la vie quotidienne, nous interagisons avec les individus particuliers comme si il y avait une continuité absolue, mais c'est une continuité seulement partielle, et c'est un aspect de ce programme de recherche que je voudrais continuer à penser en futur. Mais c'est une bonne question, oui. Merci. Je peux parler en anglais, s'il vous plaît. Does it not depend on what theory of time one espouses? So hear me out. So is the A theory and B theory? Which one is the time already exists? Is it A or B? No one knows? Okay, let's say A. Okay. A, time already exists. Can we not say that the properties, including temporal properties, have already been there, given that time already exists, and our access is relative to our epistemic access? But in metaphysical fact, they're already there. So kind of two ways of answering his question. Yeah, the reason why I do not want to commit to an answer is that there is a recent debate on whether an ontology of causal powers is compatible or not with any theory of time. Donc, ce n'est pas une question simple. Donc, je vais examiner les débats avant de m'engager avec une proposition ou l'autre. Mais maintenant, je voudrais dire que si l'objet change certaines de ses propriétés, comme les propriétés spatio-temporelles, je suis prête à accepter que l'objet n'a pas une identité absolue, mais seulement partielle. Mais c'est tout que nous avons besoin pour la vie quotidienne, pour l'interaction causale avec les objets qui sont de la vie quotidienne, les objets ordinaires, qui sont la question examinée ici. Oui, merci. Je peux parler en français, en anglais ou en italien, non? Bon, je vais poser la question en français, éventuellement peut-être en italien, en anglais si besoin. J'ai une question très large, très vague peut-être, mais je voulais savoir dans votre proposition, comment voyez-vous la relation entre notre ontologie naïve, en fait les intuitions que nous avons sur la présence des objets, sur l'individuation des objets, etc. Certains psychologues de monde ont beaucoup travaillé sur les origines de nos conceptions des objets ou des agents. Donc c'est par exemple la core cognition qui étudie vraiment les intuitions que nous avons en quotidien
sur l'ontologie qui nous entoure. Et en fait, plutôt votre ontologie qui ne semble pas, comme ça, à prime abord, justement, respecter, entre guillemets, cette ontologie naïve que nous avons. Donc, c'est une question encore trop large. Comment voyez-vous la relation entre l'ontologie que vous proposez et l'ontologie naïve que nous avons? Oui, non, merci. Donc, je voudrais partir d'une ontologie naïve dans le sens que je suis intéressée à les objets de la vie quotidienne, donc Socrate par exemple, ou une pomme, etc. Mais je voudrais offrir une analyse métaphysique de ces objets, et donc l'analyse métaphysique ne peut pas être aussi simple comme l'ontologie naïve. Donc je ne sais pas je ne pense pas qu'il y a deux domaines différents. Il y a le domaine de l'ontologie naïve et il y a l'effort du métaphysicien à comprendre, à analyser la constitution ontologique des objets qui sont part de l'ontologie naïve. J'espère qu'il explique un peu ce que je veux dire. Donc, je ne rejette pas l'existence des objets comme le computer ou oui, Socrate, etc. Mais je pense que nous avons... je suis intéressée à découvrir leur constitution et donc je dois aller à un niveau plus profond. Oui, oui. Prego. Je peux... Pardon. Possibly it's only a clarification. In your view, the statue and the material, that is the marble and the object, are identical or not? That is because it seems from what you say, correct me if I get you wrong, they share spatial and temporal properties. They share everything else. Now, there is one thing or two. It is that thing that you call a particular, and you claim that it hasn't any, what did you say, qualitative, descriptive, blah, blah, blah. That thing is one or two, because there is a statue and the material or not? There is the statue of Hermes, but that statue is constituted by properties, some of which are formal and some of which are material. Now, what do I mean by that? Roughly speaking, I mean that the formal properties align with the essential properties of that thing, and the material ones align with the contingent properties of that thing. But if there is one thing, and what that thing is an ensemble of properties, some of which are in Aristotelian terms formal, and in Aristotelian terms some of which are material. But what does that mean for me in our terms? Some of these properties are essential and some of these properties are non-essential, or they are necessary and contingent respectively. So there is one thing that is the result of the composition, the regroupement of the properties. It's not that there is two entities, the marble and the shape of the statue, or the marble and the statue itself. There is always one entity. That entity is one but complex because it derives from composition of multiple qualitative parts, namely the property themselves. How do we go from the multiple properties to one entity? Through this idea of emergence that I think Plato introduces, where the novelty of what emerges is numerical, so it's one thing instead of multiple qualitative parts. I actually have a follow-up on this. So, je n'ai pas bien compris pourquoi vous pensiez que la question du rapport de l'objet à sa matière était orthogonale avec la question de l'arbitrage entre individualité et particularité. Oui, non, c'est une bonne question, Romain, merci. Yeah, donc, je travaille
pour la plupart de mon temps dans un domaine de la philosophie un peu différent où la théorie d'Aristote est très prominente. Et donc, pour moi, quand je me demande qu'est-ce qui fait un individu particulier en seule et même chose, je pense immédiatement à la manière dans laquelle un aristotélicien répondrait à la question. Un aristotélicien vous dirait, oh, c'est très facile, il y a la forme universelle, donc nous disons les sortales, les concepts qui expriment les sortales. Et cette forme est collé, je voudrais utiliser le mot collé, est collé à quelque chose qui est primitivement particulier et sans aucune propriété. Et voilà, on a la composition de deux choses, la forme et la matière, et on a un individu particulier parce qu'il y a un profil qualitatif qui dérive de la forme et on a la particularité qui dérive de la quantité de matière. Et voilà, c'est le truc. Mais la littérature, à propos de la position d'Aristote, démontre qu'il n'y a pas aucune agreement parmi les commentateurs. Donc, ce n'est pas aussi facile d'emprunter d'Aristote une solution ready-made. On la doit fabriquer. On la peut fabriquer en utilisant des ressources, des outils qui sont dans la métaphysique d'Aristote, mais non selon cette interprétation traditionnelle. Donc, oui, la raison pour laquelle j'ai pensé immédiatement à Aristote, c'est ma familiarité, je pense, avec Aristote, mais aussi le fait qu'Aristote est très populaire parmi les métaphysiciens analytiques, par exemple dans l'Angleterre ou la Grande-Bretagne. Oui, oui. Merci. Est-ce que toutes ces questions sont pas dépendantes de notre conception actuelle du temps et de l'espace? Et que du coup, si on bouge ces conceptions, ça pourrait... Pouvez-vous répéter la dernière partie de votre demande, votre question? Est-ce que toutes ces questions ontologiques n'ont-elles pas de lien, de dépendance avec notre conception actuelle du temps et de l'espace? Ok. Tu sais, en anglais, vous savez, en anglais, nous disons passe pour dire que je ne prends pas la question ici, simplement parce que, comme j'ai dit à Omar, la question du temps et du espace est très compliquée et donc je ne suis prête à examiner comme ma proposition aujourd'hui en ligne avec quelle conception d'espace-temps, mais c'est un projet pour l'avenir. Merci. Oui. S'il y a un... pardon. Merci pour votre conférence. Je posais ma question en anglais. Okay. I'm not sure this is a metaphysical question, but I would like to hear your thoughts about it. There is an old objection to dispositional or power accounts of causality, or the idea that powers are fundamental, which is panpsychism or animism. But I think your talk made me, it never worried me very much. But your talk actually kind of shed a new light on this objection, because I was thinking that there is a position in ethics, particularism, which I sympathize very much with. But in a sense, I think your position is like a kind of universal particularism. Mm-hmm. But then my worry is
I think we do different things when we place things spatiotemporally and explain their behavior causally, and when we evaluate them morally, for instance. How would you account for this distinction if we have a particularity first metaphysics across the board? Okay, there is a lot there. So the first thing to say is that, yes, I'm familiar with the objection that, if you think that powers are the fundamental entities in ontology, and powers are entities that have physical intentionality towards their exercise or manifestation, then the world becomes a place where, at the fundamental level, everything is mental somehow. And there are colleagues who think that's a good thing, so I can refer to a recent book by William Bauer, who thinks, yeah, that's really a great solution. Now we don't have the mind-body problem anymore. Everything is mental. So some people think that, but I don't worry about it, because I don't think that powers are directed properties towards their manifestation, but that's nothing to do with intentionality. And so I think the physical intentionality is a misnomer for that. And I think I can simply say that for me, there is no relation connecting a power and its manifestation. There is no relation at all. So it's not an intentional relation, but it's not any kind of relation at all. And I have lots of reasons why I think that. But without going into them, I want to say I see the world, or I think of the world as a world of individual particular. Or it's really interesting that in French, on peut dire individu particulier ou particulier individuel, parce que la différence entre les deux expressions m'aide à clarifier qu'il y a deux manières de penser à les objets. Une manière est de privilégier quelque chose qui est particulière. Donc, quand nous disons X et P, nous nous concentrons sur X qui est P. Mais quand nous pensons à un individu particulier, nous pensons premièrement à une description qualitative qui est particularisée. Donc, il y a deux manières de considérer la réalité et les objets dans le monde. Et, je préfère l'approche individualité d'abord, parce que je pense à le monde comme un monde de propriété. Donc, les propriétés sont la première, sont les éléments fondamentaux du réel. Mais ils sont propriétés, et donc, comme sont-elles particularisées? Et c'est la question pour moi intéressante. Je voudrais dire que c'est une question d'instanciation, mais qu'est-ce que l'instanciation? Oui, c'est l'occurrence dans le monde actuel. Et ici, c'est le point où la question d'espace-temps devient importante. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que ces propriétés sont dans le monde actuel, ou sont dans le monde, dans l'espace-temps. Donc, je ne sais pas si c'est exactement le même problème avec le particularisme dans la philosophie morale, mais oui, je suis motivée à partir des propriétés et à penser comme les choses, comme composées de propriétés qui sont particularisées. Pourquoi elles sont dans l'espace-temps ici et pas un monde possible. Donc, j'espère que je dis quelque chose de relevant. Oui. Je voulais vous demander donc si l'instanciation a lieu toujours dans le monde actuel. Ça a l'air d'être important, cette thèse. C'est une question très, très intéressante, mais continue. Alors, mais si c'est le cas, donc ça veut dire que
j'imagine qu'un objet qui existe dans le monde actuel peut pas exister dans d'autres mondes possibles. Et donc déjà, ça, en soi, en tout cas, c'est pas clair que ce soit possible qu'un objet qui existe dans le monde actuel existe aussi dans d'autres mondes possibles. Et si c'est pas le cas, vous semblez aussi reconnaître la distinction entre propriété essentielle et accidentelle, mais il me semble que si un objet ne peut pas exister dans d'autres mondes possibles, il ne peut pas avoir de propriété essentielle, parce que pour qu'un objet ait des propriétés essentielles, il faut qu'il possède ces mêmes propriétés dans d'autres mondes possibles, donc il faut qu'il existe dans d'autres mondes possibles. Oui. C'est très intéressant. Deux choses en réponse, merci. Donc, la première est que aujourd'hui, je me suis concentrée sur les objets quotidiens ou de l'ontologie naïve. Donc, les tables, pommes, chairs, etc. Mais j'ai une théorie plus grande, selon laquelle l'instanciation n'est pas nécessairement dans le monde actuel, il peut être dans le monde fictionnel, par exemple. Donc, quelque chose est réel quand elle occure dans un monde, si il est le monde actuel ou un monde fictionnel. La question est que la chose occure, mais il y a des choses impossibles comme le square circle qui non occurent dans aucun monde. Donc, je pense à des mondes alternatifs à le monde actuel aussi. Mais la deuxième question était très intéressante aussi. Donc, vous m'avez demandé, je ne me rappelle pas. Mais non, mais donc je disais, si on ne peut pas actualiser essentiel. Oui. Oui, vous parlez selon la compréhension plus commune de l'essentialisme, et je comprends le point de vue, mais je suis en désaccord. Je suis en train d'écrire un nouveau livre sur l'essentialisme. Donc l'essentialisme est compris maintenant comme la position selon laquelle une chose a nécessairement ses propriétés essentielles. Et donc il y a une liaison nécessaire entre une chose et ses propriétés essentielles. Mais encore, je suis en désaccord avec l'idée qu'il y a des relations. Et donc ici, la même chose, il n'y a pas une relation entre une chose et ses propriétés essentielles. Dans le livre, j'argue que les choses sont ses essences. Donc, il n'y a pas une relation nécessaire entre propriété et chose. Donc, ma nouvelle position change ma compréhension de la relation entre chose et monde possible ou actuel. Donc, c'est work in progress. Oui. Mais c'est une bonne question du point de vue de la compréhension traditionnelle de l'essentialisme. Je comprends, oui. Merci. Donc pour que des propriétés forment un objet, il faut qu'elles se mettent ensemble, quelque chose comme ça. Donc il faut qu'il y ait une sorte de colle métaphysique. Oui. Et donc il semble qu'il va falloir quelque chose en plus que les propriétés elles-mêmes pour faire l'objet. Donc je voulais clarifier, savoir ce que vous pensez qu'est cette colle en fait. Donc, vous ne voulez pas dire que la colle, c'est la co-instantiation des propriétés? Non, c'est une bonne question, oui, mais ce n'est pas la co-instantiation, par un particulier. Une autre option, c'est de dire qu'il y a une relation entre les propriétés qui fait la colle, mais donc c'est juste une relation qui obtient entre des propriétés. Et puis j'imagine une troisième option, c'est de dire ce qui fait qu'elles forment le même objet, c'est qu'elles sont il y a une occurrence à la même location spatio-temporelle, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il y aura un truc en plus quoi, pour faire le lien. Et selon vous, c'est quoi cette colle?
Oui, oui. C'est une question excellente. Je dois parler en anglais parce que c'est une réponse compliquée. Okay. It's an excellent question, and I didn't talk about it in the presentation, but I kind of indicated that there is a way to think about it. Which way is this? Now, I again follow Aristotle, but in a different way from how people think of Aristotle. So Aristotle says, and that's a really interesting thing, in the categories that the properties of a substance are not parts of the substance. And he doesn't explain why he thinks that. So I think he is saying that because he presupposes that we all have read Plato before. And we know that Plato taught that there is a manner of composition where something composite can result from many parts that once composed do not exist as part in the thing anymore. Okay, you follow me so far, I'm just repeating. But then, Plato does not give any explanation. He just says you can put together the parts, take properties, you put them together, you get something out of them, which is complex but one, and it's one because it does not have discrete parts in it. That's Plato. Aristotle begins the category saying, that's exactly what I want, my substance is being composed of properties, but not having properties as parts. So what's the truth? There. He also says, Aristotle, that think of the property being white as a universal property and think of the definition of being white as a universal property. Once that property is instantiated in Socrates, the definition of the property qua universal does not apply to the property as instantiated in Socrates anymore. So Socrates is being white, the being white of Socrates has a different definition from the definition of being white as a universal property. So there is a change in definition. That's pretty serious. So how is it the definition changes? A little later, Aristotle adds in the metaphysics that when a property is instantiated in a substance, the definition of the substantial form of the substance enters the definition of all the properties that make up the substance. And that is the glue that you were asking about. So it's not a relation, it's if you want, losing definition to acquire a new definition. So to make it clearer, so Aristotle would say, this piece of flesh that is attached functionally to my body is defined as a hand. Okay, it's because it's functionally part of this body, so the body defines the function of the part. You cut it, and it's a piece of flesh. So the definition that applied to it when it was part of me, functionally integrated in me, does not apply anymore when it is separated from me. It becomes another entity. It has another definition. Okay, now mutatis mutandis, this is exactly what happens with properties. When properties compose a substance, entering the composition of a substance means that they lose their own definition and acquire the definition of the substance of which they are properties. So Socrates is not the compresence or coinstantiation of a lot of universal properties. Socrates is a cluster of properties that are all dependent for their definition on the essence of the thing, or in Aristotelian terms, the substantial form. So what you're asking is a very good question, it's a very deep question. So the parts are re-identified once they enter the composite, or when they go out of the composite, they just change identity. And that's what happens when the properties make up the substance. And that's something I really wanted to talk about, but I thought there was no time. So that's Aristotle's explanation metaphysically of what seems magic with Plato. So Plato simply says, we put the parts together, something comes out of it, which is one, and if it is one, it doesn't have parts. And you wonder, so where did the parts go? Okay, they simply changed in that they changed definition. So it's not that they were destroyed, they just became something different as part of the composite. That's a great question, so thank you. And apologies for having to say it all in English, but it's complicated. Yeah. Thank you.
But if there is a little bit of time left, I could try, Francois, to say a bit more about the connection from what you were talking about in the morning and what I was proposing now. So, again, I apologize for doing this in English, but I think it would be clearer. So the current debate is whether there are mental files that are indexical, whereby mental files that are indexical one understands as mental files that get opened via a causal interaction between the speaker or thinker and the object in the world. What I worried about in this paper, in this presentation, is whether this type of indexical mental files presupposes that there is something in the world that the interlocutor connects to, irrespective of its qualitative profile, and whether then one can open a file without having anything else as a ground for it than the causal interaction. And what I've been trying to argue is that there cannot be anything in the ontology that is propertyless or primitively particular, so that one can latch on to that and open a file without involving properties as well. But that if one thinks that everything there is a cluster of properties which are causal powers, then it makes sense that one can open an indexical mental file where there is a causal connection between the thinker or speaker and the object itself, through the interaction of causal powers, and so that involves properties. It's not something that has no reference to properties, but these properties may remain unknown to the speaker or thinker, and that's why there is epistemic indexicality. So not an indexical connection to something that is irrespective of properties, but an indexical connection where the speaker does not know which kind of properties are involved, and yet it can connect causally with them through causal powers on the side of the thinker and the perceiver. So that's one thing I wanted to put forward. The second thing that connects to what you were saying is the Straussian rule or norm. So if Strawson thinks, well, okay, it's sufficient to have a sortal to distinguish and count things because there is a one-to-one correspondence between the sortal and the thing in the world. And so here I'm saying yes, because the things that exist in the world are individual particulars. So they have a qualitative profile and something that, or a way of being particular. So every time we think of an individual, we also think of a particular. But this, for Strawson, is just assumed. And what I was trying to do is to say that cannot be assumed. There is work that needs to be done to support that view. So at the end of the day, if I were to enter this debate, which is not my specialty, but I would say it seems to me that it makes sense to think that indexical mental files, if they don't presuppose anything in the ontology that exists without qualitative profile, and when one appeals to the Strawson norm, one cannot do it just as a rule. One has to justify it more. So these are my two thoughts that tie in, I think, with what you were saying this morning. Merci. Ben, je peux faire un petit commentaire, mais j'avais déjà compris, parce que tu viens de dire, c'est ce que j'avais compris que tu disais. Mais je ne vois pas pourquoi cette idée de dossier mental se fondant sur une relation de type causal à l'objet impliquerait quoi que ce soit quant à la métaphysique des objets, et notamment la possibilité d'objets sans propriété. Je ne vois pas la seule chose que dit cette idée de dossier mental, et elle le dit, c'est indépendant du débat sur le modèle indexical ou non pour les dossiers mentaux, parce que je pense que de toute façon ça s'applique. C'est l'idée qu'un dossier mental qui est ouvert à propos d'un objet est voué à contenir des informations enregistrées des propriétés de l'objet. C'est ce qu'on fait avec le dossier mental, on enregistre à l'intérieur des propriétés qu'a l'objet, mais l'idée c'est que ce qui détermine l'ouverture du dossier mental
ça n'est pas, on n'utilise pas les propriétés que l'on va mettre dans le dossier mental pour ouvrir le dossier mental. Donc ça n'implique pas que ce ne soient pas des propriétés qui soient utilisées pour ouvrir le dossier mental, mais ce ne sont pas des propriétés que l'on observe que l'objet a et qu'on va mettre dans le dossier. C'est une idée qu'on trouve notamment chez les psychologues ou dans sciences cognitives. Pilichin, par exemple, insiste sur le fait qu'il y a certaines propriétés qui jouent un rôle dans l'ouverture des dossiers mentaux, mais ce ne sont pas des propriétés qui figurent dans le dossier mental. Donc c'est une idée qui est importante. Ouais. Et la notion même s'oppose à l'idée de descriptivisme. Le descriptivisme nous dit, en gros, que la représentation des objets passe par leurs propriétés. On se représente les objets à travers la représentation des propriétés des objets. Ouais. Donc un objet est vu comme étant le possesseur de telle et telle propriété. Alors que l'idée de dossier mental, c'est simplement que, en fonction de certains facteurs causaux, on crée une représentation d'objet fondée sur simplement le fait qu'on voit l'objet ou quelque chose comme ça, et c'est indépendant des propriétés qu'on observe que l'objet a et qui vont aller nourrir le dossier mental et qui peuvent aussi se trouver être erronées. Donc on sépare les deux facteurs. Le facteur qui fait qu'on crée une représentation d'objet, on fait référence à un objet, c'est une chose, et les propriétés qu'on attribue à l'objet, c'est tout autre chose. Il y a ces deux choses correspondant au dossier mental lui-même et puis au contenu du dossier. Et je pense que ça n'a pas d'implication du tout sur le plan de la métaphysique des objets dont il s'agit. Ok. J'ai deux raisons que je peux donner pour expliquer pourquoi je me suis préoccupée de cette question ici. La première est le fait qu'en lisant votre livre, on peut parfois trouver de l'ambiguïté à propos de la question de la propriété. Donc, parfois, il semble que vous parlez de la référence indexicale sans engagement à l'existence de propriétés qui permettent l'ouverture des dossiers indexicaux. C'est absolument possible que j'ai mal compris, mais je pense que pendant la lecture, pendant votre carrière, il y a des textes où on peut se sentir sûr que vous pensez comme vous pensez aujourd'hui. Et donc, c'est une raison par laquelle j'ai pensé à la question. La deuxième est qu'on peut penser que, même si ce n'est pas vous, mais on peut imaginer un philosophe qui peut penser à la référence indexicale comme dans les termes de la connexion entre le locuteur ou penseur et quelque chose de primitivement particulière. Et encore, comme dans ma réponse à Romaine, il y a une littérature aristotélicienne où il semble qu'il y a ce type de proposition. Donc, je ne sais pas si c'est... Je voudrais dire qu'il peut être très utile d'avoir une clarification pour vous à propos de ce que vous pensez à propos des propriétés qui permettent l'ouverture du dossier indexical. C'est très utile et on peut retourner à la littérature dans un domaine différent avec cette clarification et emporter l'idée que même si dans le cadre de la recherche sur les dossiers mentaux, il n'y a pas qu'une qui pense qu'il y a quelque chose de primitif et particulier sans propriété. Donc on peut utiliser des arguments de ces cadres de recherche, ces programmes de recherche, pour des autres débats dans la métaphysique des objets et peut-être vice versa, j'espère.
Oui, c'est très intéressant. Et pour le deuxième point, à propos de Strawson et des Sorto et de la justification de la norme, je n'avais pas du tout pensé qu'il pouvait y avoir un lien. Moi, la norme de Strawson, je vois ça pour la représentation des particuliers, des objets particuliers. En gros, un dossier par objet, c'est ça l'idée. Je ne vois pas le rapport avec les Sorto. Parce que donc il peut y avoir un unique sortal et plusieurs objets tombant sous ce sortal. Donc les dossiers mentaux sont censés traquer, comme on pourrait dire, les objets particuliers numériquement distincts. Et c'est une correspondance numérique à chaque instance notable, disons, d'une catégorie correspondra à un dossier mentaux individuel. Est-ce que les théories dont tu dis qu'il faut fonder cette norme de Strawson dans sa théorie impliquant les Sorto, je ne vois pas du tout comment ni pourquoi. Ma propre question est à propos de la relation entre les dossiers mentaux et les sortales, ou les sortales qui s'appliquent à l'objet. Donc, j'ai pensé que quand vous parlez des dossiers mentaux, vous pensez à des descriptions qualitatives des objets. Et donc, ces descriptions qualitatives sont autrement considérées ou représentées ou parlées comme des Sorto. Et Strawson lui-même parle des Sorto comme ce qui nous permettent de faire deux choses, distinguish and count. Et donc, il me semble une bonne citation pour montrer qu'il voit une correspondance numérique entre les Sorto et la chose. Donc, nous comptons 1, 2, 3 choses selon en utilisant les sortales. Oui, mais ce n'est pas une correspondance numérique au sens où un sortal, un objet. Non, il peut y avoir plein d'objets tombant sous le même sortal. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas la correspondance qu'on a dans la norme de Strawson, c'est une correspondance 1 à 1 numérique. Et là, on n'a pas ça entre le sortal et les objets qui tombent sous le sortal. Oui, mais c'est précisément mon point. Je pense que Strawson s'engage à la correspondance numérique en, mais parle de Sorto comme l'outil pour distinguer et compter. Et la deuxième proposition n'est pas accurate, nous pouvons dire. Donc, il y a de la tension, je pense, entre des textes différents de Strawson. Je suis sûre que, bien sûr, que vous avez raison, qu'il pense qu'il y a une correspondance numérique mais il n'offre pas une justification. Et quand il parle de Sorto comme la seule chose dont nous avons besoin pour distinguish and counting, ce n'est pas correct, je pense. En tout cas, la question des Sorto, moi je la voyais comme un peu orthogonale, mais elle est importante. Et pour les dossiers mentaux, c'est certainement, on peut tout à fait juger qu'il n'y a pas de dossier mental sans un sortal associé. C'est tout à fait plausible de dire ça. Même si j'en parle pas de cet aspect-là en général, je suis favorable à cette idée. Oui, fantastique. Merci. À moins qu'il y ait... Oui, voilà, la dernière question. Donc c'est une question qui a un rapport avec le dernier point que vous venez d'aborder. Donc il me semble qu'il y a chez Strawson, même si je ne suis pas sûr de comment l'interpréter, aussi cette idée de feature placing. Donc des propriétés qui seraient instanciées et qui peut-être ne seraient pas instanciées par des substances. Donc le genre de choses qu'on décrirait simplement quand on dit par exemple « il pleut ». Et je sais qu'il y a des gens qui ensuite ont interprété ça ontologiquement comme des cas de particularité, mais sans individuation.
Donc si on pense que c'est vraiment ce qui est discutable, parce qu'on pourrait dire au fond, il y a malgré tout une substance à laquelle on attribue la propriété, peut-être que c'est un lieu qui instancie la propriété, ou peut-être que c'est une situation qui a une certaine propriété. Mais je pense qu'il y a aussi une interprétation de Strawson qui est plus radicale, où il accepterait simplement qu'il puisse y avoir quelque chose comme des propriétés. Oui. Et donc je me demandais, dans votre cadre, est-ce que vous acceptez aussi ces cas peut-être de particuliers sans individuation? Oui, merci. C'est une question compliquée dans le sens que, comme dans mon travail comme métaphysicienne, j'ai argumenté que les propriétés fondamentales du réel sont sparse fundamental properties qui existent comme particularisées. Donc, ce n'est pas nécessaire pour toutes les propriétés d'être partie d'une substance pour être instanciée et donc pour devenir particularisée. Parfait. Mais ici, j'ai pris la perspective des objets et donc j'ai concentré sur comment nous pouvons penser à une analyse métaphysique des objets qui donne compte de l'effet que les objets sont individus particuliers ou particulières individuels. Donc, oui, la perspective est un peu différente, mais certainement, je suis d'accord, j'ai soutenu qu'il y a propriétés qui sont instanciées simplement par l'occurrence dans le monde actuel et donc non parce qu'ils sont propriétés d'une substance. Oui. Donc, voilà, merci. Très bien. Oui, ben voilà, c'était ça la dernière question. Merci de prendre ma question pour la dernière. Je voudrais justement faire une connexion aux problèmes d'aujourd'hui qui sont plutôt liés à la technique. Alors, il y a une façon de tracer un individu ou tracer quelque chose en particularité, on peut dire peut-être, et cette chose peut perdre toutes ses propriétés dans le passage de temps, changer de tout, le nom de tout. Et la seule chose qui reste, c'est que c'est cet objet ou cet individu qui est tracé par cette technique de lui tracer. Et ça, c'est les seules propriétés, je crois, qui peut être vraiment essentielles. Oui, la question c'est très intéressante. On se rappelle le puzzle of the Ship of Theseus. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Mais je voudrais dire que même si il reste possible de tracer une chose quand elle n'a pas ses propriétés, il doit être le cas qu'il y a certaines propriétés, parce que sans aucune propriété, il ne serait pas possible d'avoir une connexion causale entre la chose et des instruments, des outils, des instruments qui sont utilisés pour tracer la chose. Donc, certaines propriétés doivent rester, je voudrais dire. Je ne sais pas. Mais quelle propriété, autrement que être la cause de par exemple, processus de tracer? Oui, non nécessairement les mêmes propriétés, mais certaines propriétés. Par exemple, l'extension spatio-temporelle, donc le fait que la chose occupe un certain... Ça a changé beaucoup. Oui. C'est... Je voudrais dire que la chose peut changer toutes ses propriétés, mais ne pas être jamais sans propriété. Donc, vous me demandez donc quelle est la propriété essentielle de ces choses. Si elle peut changer toutes ses propriétés, c'est la question.
Non, pas. Ok, ouais, pardon, je ne suis sûre. Merci Anna, merci à tous.